Je pense que Charlie, elle a été aussi, mais elle va arriver. Elle va arriver au point. Alors Christophe, ce que je te présente d'abord, ou je te donne tout de suite la parole. Eux, ils ont tous reçu le mail, je le sais. Donc, je peux répéter les catégories si vous voulez, hein, pour le situer un peu. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais commencer par ça. Christophe enseigne le Tai Chi Qigong, le yoga encore aussi. Je dirais c'est un explorateur de l'harmonie avec soi-même, avec les autres, le monde et bien au-delà. Et c'est un anthropologue du droit qui a beaucoup travaillé le dialogue interculturel. Voilà. Après, je te laisse déplier tout ça. Elle a déjà bien introduit, donc je vais juste peut-être dire quelques petits mots. Et puis on a parlé un peu de ce que vous faisiez en ce moment. Donc apparemment là vous êtes en train de commencer à explorer surtout la conscience, c'est ça. Et puis des notions aussi de bonheur, de liberté. Je crois que vous avez déjà un peu abordé. Ouais, c'était l'année dernière. Ça c'était l'année dernière, d'accord. Donc là c'est plus vraiment la conscience en fait qui est la grande question. Et donc ce que je vous propose de faire, moi, je vais vous faire une mini-introduction pour que vous ayez un peu les différents éléments de qui je suis. Et après, on peut soit vraiment explorer ensemble cette notion de conscience, mais vous êtes les bienvenus aussi pour me poser des questions par rapport à ce qui pourrait vous intéresser, parce qu'il y a différentes choses que j'ai touchées en fait dans ma vie, et puis dans mon cheminement, et qui c'est des choses plus particulièrement qui vous intéressent, que ce soit sur l'anthropologie, que ce soit plutôt, je sais pas, sur le yoga, ou que ce soit sur le tai chi, ou que ce soit... Enfin, donc vous êtes les bienvenus. Et surtout, vous avez de la chance extraordinaire, vous êtes les privilégiés en fait, de la venue. Là. Vous avez, enfin, on a, ou alors au contraire, vous êtes les condamnés de ma venue ici. C'est 1h30, donc on a un peu plus de temps en fait, avec les autres groupes que j'ai vus. Et donc, si vous avez envie, on peut aussi prendre un petit peu de temps pour pratiquer un tout petit peu, donc à la fin. D'accord, donc, selon vos envies. Donc, je suis qui? La fameuse question, qui suis-je? Oui, c'est cette question-là qu'on travaille pour l'instant. Alors là, je ne vais pas forcément vous dire qui suis-je, mais je vais vous donner quelques éléments de ce qui m'interpelle. Et je dirais que peut-être une de mes interpellations les plus profondes, c'est la paix. C'est comment est-ce qu'on arrive à vivre en paix. Mais en paix, ça signifie avec les autres, mais aussi avec soi-même, et puis par rapport à la nature. Et en fait, c'est un peu la paix, on peut le voir comme une démarche d'harmonie aussi. Comment s'harmoniser? Comment trouver une harmonie avec ces différentes parties de nous-mêmes? Comment trouver une harmonie avec soi-même et les autres avec lesquels on vit ensemble? Comment trouver une harmonie avec soi-même et puis la nature qui nous entoure, avec laquelle on vit? Comment trouver une harmonie avec tout ce qui est même au-delà de tout ça, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le Tao, qu'on appelle, quel que soit le nom qu'on l'appelle. Donc en fait, comme vous voyez, c'est cette idée de paix, donc elle est liée à l'harmonie, mais c'est vivant. Et donc en fait, ça nécessite des dialogues pour entrer en relation avec ces différentes réalités-là. Donc c'est ça que j'ai exploré en fait au cours de ma vie, je dirais jusqu'à maintenant, les différentes dimensions du dialogue, d'abord avec les autres. Et là je me suis rendu compte que parfois c'est pas toujours facile. Et surtout si vous êtes anthropologue, donc moi j'ai au départ travaillé sur l'Inde. Je me rappelle quand j'ai passé ma première année en Inde, j'ai beaucoup aimé, et tout à fait au départ c'était quand même un grand choc culturel aussi. Et quand vous vivez un grand choc culturel, ça vous ébranle. Enfin, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être moins... Bonjour. Vous vous rendez compte que vous êtes peut-être un peu moins tolérant, respectueux, ouvert d'esprit que vous le pensez, parce qu'il y a juste des choses que vous n'avez pas l'habitude, et puis c'est difficile. Et puis petit à petit, vous commencez à vous rendre compte qu'on peut faire des choix de vie très différents. On peut avoir des bases sur lesquelles on bâtit en fait son action dans le monde et comment on fait sens, qui peuvent être très différentes de celles que moi je pouvais connaître avant d'aller en Inde. Et donc ça m'a, je crois que c'est pas le mot exagéré, ça m'a mis carrément un peu dans une petite crise existentielle. On commence à travers le dialogue avec l'autre à se poser des questions sur soi-même. La fameuse question, mais qui suis-je? Moi je me tiens où en fait? C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes présupposés implicites
que je ne savais même pas que j'avais. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, un philosophe qui a dédié sa vie au dialogue interculturel et interreligieux. Et lui, il disait toujours que le dialogue, c'est pas uniquement un dialogue rationnel, hein, c'est pas uniquement un débat philosophique, c'est pas uniquement la raison, c'est pas uniquement deux têtes pensent mieux qu'une, pour que dans un débat contradictoire, on arrive à éliminer les erreurs et s'approcher de la vérité. Il dit, dans le dialogue, il y a autre chose, il y a cette dimension-là qui est très 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 importante, il appelle ça le dialogue dialectique, donc c'est la dialectique, mais il y a aussi une autre dimension du dialogue qu'il appelle le dialogue dialogal, qui est moins sur un objet, mais c'est le dialogue entre les sujets. Donc on va prendre un prétexte, on va parler de quelque chose, mais le plus important, c'est pas le prétexte, c'est de se découvrir mutuellement dans cette relation. Et de se rendre compte, en fait, derrière le logos, derrière la raison, quel est notre mythos, le mythe, quel est l'horizon invisible dans lequel on s'inscrit, et dont on n'est pas du tout conscient. Et dont on n'est pas conscient tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un d'autre qui est enraciné dans un autre mythe. Alors ce mythe, c'est quoi? Parfois, différentes définitions, là que je prends de Panicard, il dit le mythe, c'est c'est la chose à laquelle on croit tellement qu'on croit même pas qu'on y croit. Donc c'est pas une croyance dans le sens je crois à ceci ou je crois à cela, c'est une croyance tellement fondamentale que vous vous rendez même pas compte qu'il s'agit d'une croyance et que c'est pas un dogme. Une autre manière de le lire, c'est le mythe, c'est comme la lumière qui nous permet de voir mais qu'on ne voit pas. Et dans une belle petite interview, il parle aussi un peu le mythe comme une fenêtre. Il dit chacun d'entre nous regardons en fait le monde, on voit tous le monde, et chacun le regarde de sa fenêtre. Et plus la fenêtre est grande, et belle, et bien nettoyée, vous avez l'impression que vous voyez le monde entier. Mais quelqu'un d'autre regarde une autre fenêtre, et en partie il va voir la même chose que vous, et en partie il va voir quelque chose de différent. Mais vous ne voyez pas de sa fenêtre. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites que ta fenêtre n'existe pas, t'as tort, mais c'est son expérience. On n'est pas uniquement dans un dialogue sur un objet, c'est des sujets qui parlent. Chacun d'entre eux a sa manière de voir la chose. On est déjà en lien avec la conscience. Mais j'ai mes oreilles. Je peux écouter ce que me raconte l'autre. Je peux essayer de prendre au sérieux, je peux essayer de voir un peu de son point de vue, je peux essayer de me déplacer un tout petit peu. Alors en même temps, ça peut être très effrayant, hein, parce que vous avez votre fenêtre, vous la connaissez bien, vous avez votre... Et puis tout d'un coup, hop, ça vous demande de voir autre chose, et ça peut être vraiment très déstabilisant. Mais en même temps, ça peut être magnifique. Vous vous rendez compte que le monde, il ne se réduit pas uniquement à votre fenêtre, mais il est vaste. Il y a toutes ces autres fenêtres, il y a toutes ces autres richesses, en fait, qui sont là. Et donc, en fait, quand je vous parle de dialogue, hein, quand j'étais en Inde, donc choc culturel, qui me ramène, en fait, à mon propre positionnement, mon topos, le lieu où je me tiens, où j'expérimente le monde. Et donc, je commence ce dialogue avec moi-même et avec mon mythos, ou mes mythes, ou mes horizons invisibles. Et là, vous avez abordé un peu la notion de courage ou pas? Vraiment, hein. Ouais. Donc il y a un peu une notion de courage et d'oser, parce qu'à certains moments vous dites, ben, je vais jusqu'où? Parce que là vous commencez à perdre vos repères, est-ce que vous avez vraiment envie de perdre vos repères? C'est plus rassurant de rester dans le monde qu'on connaît. Et quand la crise commence, est-ce que vous continuez, est-ce que vous ne continuez pas? Et je dirais, la première fois, si j'y repense maintenant, c'était un peu, vous prenez un chat, et puis ben, il va toujours retomber sur ses pattes. Peut-être la première fois que le chat se retrouve dans l'air, il ne sait pas encore qu'il va retomber sur ses pattes. Et là, c'est un peu la même chose. Vous vivez tout ce truc-là, et quelque part, on retombe sur ses pattes après. Et je dirais que si vous avez le courage la première fois, peut-être après, petit à petit, on commence à développer une certaine confiance plus générale dans la vie ou dans l'humain, qui fait que peut-être dans le futur, on osera à nouveau de renouveler ce genre d'expérience. Mais Robert Vachon, qui était le fondateur de l'Institut interculturel de Montréal, puis c'était un élève de Raymond Panicard, donc lui qui a essayé de mettre en fait en pratique hein, sur des actions plus concrètes hein, de vivre ensemble, donc la philosophie de Raymond Panicard. Lui disait cette phrase, parfois il était prêtre aussi, hein, donc c'était lié au dialogue interreligieux.
Donc il disait le dialogue interculturel est crucifiant, mais libérateur. Donc c'est cette idée que un vrai dialogue vous touche existentiellement, personnellement. C'est pas uniquement quelque chose qui rentre par une oreille, qui sort par l'autre oreille. C'est à nouveau Robert Vachon qui disait, je l'ai interviewé, vous pouvez regarder cette interview en fait aussi sur le site, là, mon site YouTube. Et je lui pose la question à un certain nombre, mais Robert, donc en fait pour toi le dialogue, en fait c'est l'écoute. Et il me répond, oui, c'est l'écoute. Mais c'est pas uniquement l'écoute avec tes oreilles, c'est l'écoute avec ton cœur. Et plus profondément, c'est l'écoute avec ton âme. Mais pour pouvoir écouter, il faut d'abord savoir se vider. Et là, il rajoute cette chose qui, pour moi, qui est très interpellante et qui va faire le lien avec les autres dimensions du dialogue que je vais aborder. Et là, toutes les choses viennent te parler. Il ne dit pas uniquement, et là, tu peux parler aux gens. Non, toutes les choses commencent à te parler. Si on se met à l'écoute, le dialogue n'est pas uniquement un dialogue entre humains. Je peux me mettre à l'écoute de la nature, le soleil, les arbres, la mer, les éléments. Tout ça, c'est des dimensions avec lesquelles on peut aussi. Donc, quand je parle de dialogue, ce n'est pas un dialogue pas uniquement rationnel logos, pas uniquement mythos avec le côté humain, mais c'est aussi à chaque fois qu'on s'ouvre et qu'on se met à l'écoute, qu'on essaye de goûter notre relation en fait à différents aspects de notre existence. Et donc, ce travail-là, on va dire, de dialogue avec moi-même, ben, je me suis rendu compte petit à petit qu'il était lié avec quelque chose que je faisais déjà à l'époque, mais je ne faisais pas vraiment un lien explicite. C'était plus des pratiques, on va dire, de méditation. En fait, peut-être on peut refaire un petit peu tout à l'heure. C'est juste les pratiques de base, c'est juste d'être attentif, d'essayer d'être là. Et souvent, on utilise la respiration au départ comme une encre, en fait, pour se poser. Mais quand vous faites ce travail-là, donc cette écoute ou ce dialogue à travers ces pratiques, ben, ce qui se passe à un certain moment, c'est les choses commencent à vous apparaître de manière beaucoup plus interconnectée. Donc vous commencez à vous rendre compte que vous n'existez pas tout seul, vous existez en fait en lien avec tout ce qui est autour. Et en même temps, je veux dire, donc j'ai fait aussi des pratiques d'arts martiaux. Au départ, c'était judo, karaté, puis j'allais plus faire les arts chinois, ce qu'on appelle les arts internes, le tai chi, le qigong, ce qu'on appelle parfois les arts énergétiques chinois. Et puis en Inde, le yoga. Mais surtout, donc, quand on était en Chine, dans mes écoles d'arts martiaux, on s'entraînait pratiquement tout le temps dehors. Donc on s'entraîne dans la nature. Et que ce soit été, hiver, printemps, automne, on est dehors. Et donc au départ, c'est déstabilisant, parce qu'on a l'habitude d'avoir un sol qui est bien plat, une température qui est bien comme il faut. Et là, tout d'un coup, en hiver, il fait froid, il y a de la neige, puis en été, il fait super chaud, et puis le sol, il n'est pas tout plat. Et donc au départ, en fait, ça demande en fait une certaine adaptation. Mais petit à petit, on commence à se rendre compte comment quelque part l'environnement, donc là on était dans les montagnes et au Bhoutan, ça nourrit. La nature vous nourrit. Donc en fait, apparaît cette autre dimension, tout d'un coup, qui est dans le dialogue avec le monde qui nous entoure, la nature. Et puis il y a une autre dimension, quand vous allez un peu plus loin dans ce travail, on va dire, intérieur, c'est le dialogue avec... moi, ce que j'appelle les au-delà. Pour citer Raymond Panicard, à nouveau, peut-être on va en parler un peu plus encore au cours de la séance. Tiens, j'aurais dû commencer comme ça. Tiens. Il était invité en fait à une conférence à McGill University, à Montréal. Et donc Robert Vachon y était allé à l'époque. Il ne se connaissait pas encore trop bien. Donc Robert prend les notes. Et Panicard commence sa conférence en disant « Ce que je vais vous dire ne peut pas être dit. Et c'est parce que ça ne peut pas être dit que ça vaut la peine d'essayer de le dire. » D'accord ? Donc en fait, vous voyez, ce vers quoi ça pointe vers cette dimension qui est au-delà. Dans sa philosophie, Raymond Panicard parle parfois de... Il dit la réalité, elle est cosmothéandrique. Il y a l'être humain qui fait partie de la réalité. Il y a le cosmos qui fait partie de la réalité. Mais il y a cette dimension au-delà
qui fait que ni l'humain et le cosmos tout seul, ça n'épuise pas tout. Il y a toujours cette liberté fondamentale, il y a ce jaillissement de... Ça ne se résume pas à un programme mathématique avec uniquement l'humain et la nature. Et pour Raymond Panicard, et en fait on retrouve ça dans beaucoup de cultures, dit c'est la structure de la réalité. Vous allez me dire, oui, mais attendez, il y a 1 milliard d'années, les êtres humains, il n'y en avait pas. Oui, mais ça c'est parce que vous voyez l'univers en termes de décomposé en temps, espace, avec votre temporalité. Et si vous prenez l'univers tel qu'il existe dans notre univers, il y a l'être humain à un certain moment. Donc il fait partie de cette... Si jamais il y avait eu un univers dans lequel il n'y avait pas d'être humain, de toute manière, c'est pas celui dont on parle. Celui dont nous, on est en train de parler, il y a la conscience humaine qui en fait partie. Mais en même temps, vous avez aussi donc, toute cette manifestation extraordinaire qui est autour de nous. Et il y a cet autre aspect, qui est cet aspect donc, de au-delà qu'on n'arrive jamais à mettre un mot dessus. Et toute parole, entre guillemets, dans les traditions un peu de recherche de soi-même qui a une certaine valeur, c'est en fait une parole qui s'enracine dans le silence. C'est le silence qui est rendu audible d'une certaine manière. On pointe vers ces choses-là. Donc en fait, voilà. Donc si vous voulez, en gros, mon cheminement, c'était continuer à être un peu un cheminement donc, entre dialogue avec les autres, dialogue avec soi-même, dialogue avec la nature et dialogue avec... Voilà. Et la manière dont je l'ai mis en pratique, c'était de manière plus peut-être classique ou académique, c'était par rapport à mon travail d'anthropologue du droit, où la question c'était comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment vivre ensemble avec des points de vue qui sont complètement différents? Et dans un monde qui maintenant, avec la globalisation, devient de plus en plus petit. Donc ça exacerbe le pluralisme. Et donc j'avais fait ma thèse de doctorat, c'était sur le droit de l'homme et les dialogues interculturels. En me disant, les droits de l'homme, on prend ça un peu parfois comme notre cadre, hein. Enfin tout le monde doit respecter les droits de l'homme, voilà. Puis je me suis dit, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment que 2 possibilités? Est-ce qu'on se dit, on met en pratique les droits de l'homme, on les impose à tout le monde en disant, on a raison, et puis tout le monde doit faire comme nous? Ou alors est-ce qu'on se met à l'écoute des autres cultures qui, pour certains, disent, attendez, les droits de l'homme, enfin, vous parlez de quoi? Je ne comprends pas. Et mais dans ce cas, alors on devient complètement relativiste, chacun vit dans son coin, et puis on ne peut pas juger dès que c'est votre culture, une culture, alors voilà, je ne peux rien dire, on ne peut pas avoir de débat là-dessus, parce que c'est culturel, c'est ma croyance, alors je ne peux pas toucher. Ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'avoir une approche qui soit plus pluraliste? Et en fait, cette problématique-là, petit à petit, en fait, je l'ai développée donc aussi par rapport aux questions de gouvernance et de développement durable. En gros, la question comment est-ce qu'on s'organise pour vivre ensemble de nos jours, pour vivre de manière responsable et solidaire, en s'écoutant les uns et les autres, et puis en acceptant que ni l'universalisme ni le relativisme sont peut-être la voie à suivre en ce moment de l'histoire. Et à côté, ça m'a mené, donc c'est des choses que je faisais à côté pour moi, donc les arts martiaux, la méditation, etc. Et puis, mon travail d'anthropologue m'a permis, puis de dialogue interculturel, à commencer à susciter des questions sur le dialogue avec d'autres systèmes de savoir. En disant que, par exemple, en Inde, vous avez encore de nos jours, je ne sais pas, 2/3 de la population qui dépend des systèmes de santé traditionnels pour les soins. Mais la référence commence à être la médecine moderne. Mais alors, comment est-ce qu'on fait un lien entre ces systèmes de médecine moderne et les systèmes traditionnels? Ils ne sont pas du tout sur la même épistémologie, ils ne sont pas du tout sur le même genre de vision du monde. Donc, comment est-ce qu'on établit un dialogue? Et comment est-ce qu'on établit un dialogue qui respecte vraiment les différents points de vue? On peut apprendre et on ne réduit pas l'autre un peu à une caricature de ce que c'est réellement. Donc, c'est un peu ça, en fait, les choses que j'ai explorées. Et bon, il y a quelques années, j'ai plus quitté le monde académique, donc je suis plus chercheur ou prof, je fais parfois quelques petites choses, mais disons c'est plus mon travail principal. Et là, donc, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que je partage plus, c'est ces arts que j'ai commencé à approfondir un peu, donc qui sont surtout les arts internes chinois, donc ils sont en fait liés un peu à la tradition plus taoïste. Et puis de l'autre côté, les arts indiens, j'ai fait un tout petit peu de danse classique à un certain moment, puis c'est surtout le yoga que j'ai approfondi. Et à un certain moment, une influence était aussi, c'est lié avec le monde indien, c'était le bouddhisme en tant que tel, par rapport à certaines pratiques. Donc voilà un peu, si vous voulez, donc j'ai fait un peu plus que vous dire qui j'étais en essayant de vous montrer déjà un peu quelques voies, quelques directions en fait vers lesquelles a mené ma vie
ma démarche. Parfois, c'est pareil, il y a Eleonore qui l'a déjà entendu 2 ou 3 fois, parce que depuis hier, il y a certaines choses, j'étais très surpris, parce que je ne sais pas combien on a fait de cours là. Oui, ça ne se répète pas beaucoup. Mais voilà, il se répète de manière générale, pas du tout. Mais il y a certains trucs qui se répètent. Alors, il y a certaines des citations que je donne, etc. Enfin, c'est des choses qui sont, qui me paraissent vraiment importantes. Et donc, il y a certaines choses, en fait, qui reviennent. Et donc, en fait, une des citations qui m'a, je sais pas, ça m'a touché, c'était Robert Vachon dans les années 60-70, donc vous n'étiez pas né. Pour vous donner un peu une idée, on était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et on était en fait dans cette idée de reconstruire un peu le monde, et puis il y avait cette idée qu'il fallait développer tout le monde. Là, on était dans les décolonisations. Avant, il y avait les empires coloniaux un peu sur toute la planète, et puis là, en fait, les puissances coloniales étaient en train de se retirer, mais laisser leurs institutions sur place. Et puis là, on disait que par rapport même l'Europe était en ruine, donc il fallait redévelopper l'Europe pour qu'elle soit capable de fonctionner. Puis on regardait en Afrique, on regardait en Inde, on disait, oh là là, enfin, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'industrie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas... Il faut développer, il faut les développer. Donc le modèle, c'était en gros, nous les Occidentaux, on a tout compris, et les autres cultures, c'est des vides, quoi. Enfin, il faut vraiment qu'on leur apporte, parce que les pauvres, hein, c'est pas de leur faute, mais c'est des sauvages. Et donc dans ce cadre-là, ça c'était un peu le mythe de l'époque, le mythe du développement. Et donc là, s'est créé cet Institut interculturel de Montréal, où ils se sont dit, mais attendez, quand même, il y a des cultures millénaires, enfin ils ont quand même réussi à vivre sans nous pendant je ne sais pas combien de temps, et puis ils ont fait des choses extraordinaires. Donc dire qu'il n'y a rien, c'est quand même un peu fort, quoi. Et Robert Vachon donc, a résumé ça en une phrase, il a dit « L'autre n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. » Ah, ça c'est intéressant. Et donc pour moi, je l'ai transformé, c'est devenu un peu, si jamais vous allez sur ma page YouTube, en dessous de chacun des vidéos que j'ai faites, je mets toujours cette phrase. Peut-être que ça va rentrer moins vite, peut-être que ça va inspirer quelqu'un. C'est dit, la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Il ne s'agit pas uniquement de remplir, mais se poser les questions. Se mettre à l'écoute, et voir les choses qui émergent. Et alors là, je vais encore transformer cette même phrase de manière un peu différente. Vous êtes des philosophes. Donc un philosophe, il est supposé questionner, hein, je crois. Donc moi, ce que j'aime bien dire parfois, c'est que chaque être humain, chacun d'entre nous, on est un point d'interrogation. On est une question. Et votre vie, c'est la réponse à votre question. Et donc c'est pour ça que ce que je vous ai partagé là, c'est un questionnement, mais en même temps, mon questionnement, c'est pas un questionnement comme ça abstrait. Vous voyez, en fait, c'est plein de dimensions dans ma vie sont tous liées. Pourquoi? Parce que quelque part, la question fondamentalement qui m'anime, c'est cette histoire de la paix, mais qui est liée à comment je perçois le monde, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qu'il n'est pas, comment je le partage avec les autres, comment, etc., etc. Donc toutes ces différentes explorations qui de l'extérieur, pour certains, ils peuvent se dire comment ça, c'est un professeur de droit, il fait du yoga, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parfois dans nos concepts, c'est des choses qui ne sont pas peut-être même compatibles. Mais par rapport au point d'interrogation que je suis moi, et que je ne sais pas du tout pourquoi je suis ce point d'interrogation-là, c'est ça qui m'a poussé en fait, à explorer en fait, ces différentes choses. Et pendant longtemps, il y a certains des éléments qui étaient chacun dans leur coin. Enfin, je ne voyais pas forcément le lien entre. Je savais que j'avais besoin de le faire, de l'approfondir, parce que ça me travaillait. C'est pas que moi je travaillais le truc, c'est que ça me travaillait. Et puis petit à petit, on se dit, mais en fait c'est lié. Mais bien sûr, c'est évident. Et donc j'espère pour vous aussi que peut-être dans votre cheminement petit à petit, et dans le dialogue avec les autres, les questions que vous vous posez, petit à petit vous vous rendez compte, vous êtes qui? C'est quoi votre spécificité? Dans le grand orchestre cosmique là, vous êtes qui? Vous êtes la flûte, vous êtes le violon, vous êtes quoi? Et puis c'est quel genre de mélodie que vous jouez? Et quelle est la chose que vous pouvez apporter que les autres ne peuvent pas apporter? Et en même temps, d'apprécier après que les autres puissent apporter des choses que vous ne pouvez pas faire. Et au lieu de vous dire, moi il faut que j'apprenne tout, à un certain moment j'avais un peu cette tendance, dès qu'il y avait un truc qui me plaisait, je voulais l'apprendre. Donc par exemple la danse classique indienne, j'en ai fait pendant un certain temps,
on a un temps limité, puis j'ai mis les arts martiaux, etc. Puis à un certain moment, je me suis dit, écoute, Christophe, moi je ne serai jamais un grand danseur de classique indienne, puis il y a les arts martiaux qui m'intéressent. Puis j'ai lâché. J'ai dit, écoute, tu peux juste apprécier. Laisse ceux qui dansent bien danser, etc. Et ça, par exemple, tu vas le vivre en spectateur, tu vas l'apprécier, etc. Et puis tu es heureux que ça existe, mais tu ne peux pas tout réaliser toi-même. Donc là, on se rend compte aussi de la beauté, justement, que plein d'autres êtres humains existent, parce que chaque être humain apporte une beauté particulière, une sensibilité particulière. Voilà, donc je vous ai brossé un tout petit peu le chemin de manière générale. Je vous ai donné des domaines dans lesquels, en fait, on a un tout petit peu exploré. Et là, j'aimerais vous donner une petite provocation par rapport à la conscience. Et à vous de réagir dessus. Et puis à partir de vos réponses, mais après, réponses ou questions qui sont liées, on partira où vous voulez qu'on parte ensemble. La petite provocation interculturelle que j'aimerais vous faire, c'est dans la philosophie occidentale, on a quand même beaucoup mis l'accent sur l'intellect. Et même, alors j'ai vu ça dans ton... peut-être que c'était dans le dernier PowerPoint, je sais plus. Mais philosophie, c'est quoi philosophie étymologiquement? La philosophie, c'est quoi? Vous êtes filmé, hein, je vous préviens. Voilà. Si je fais une pause comme ça, après tous les années, ce ne sera pas fixé quelque part, tu vois. Vous n'avez pas dit que c'était quelque chose genre l'amour du savoir, de Voilà. la connaissance. L'amour de la sagesse. Et effectivement, très. Éléonore, tu sais, on dit toujours que en fait, les étudiants reflètent leurs professeurs. Ah bah, Voilà, Éléonore, bravo, je te les élèves. Donc oui, donc souvent on dit ça. On dit que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Robert Bachand, c'est le premier qui a fait une fois la remarque. Je me suis dit, tiens, c'est bon ça aussi comme un manière de dire. Il dit oui, c'est l'amour de la sagesse, mais ne serait-ce pas aussi la sagesse de l'amour? Donc, est-ce que la philosophie, c'est le truc qui vient de là? Ou est-ce que c'est peut-être aussi quelque chose qui vient de là? Et ça, apparemment, dans ce que vous avez fait, parce que je me suis un tout petit peu préparé quand même, donc j'ai un peu essayé de regarder Éléonore, le planning. Il y a un mot qui est revenu très très souvent, c'est le désir, le philosophie, le désir. Alors, les désirs, c'est intéressant. Donc, apparemment, avec Éléonore, on fait quand même une philosophie qui n'est pas uniquement une philosophie intellectuelle, mais qui a un peu on va dire, un désir de vivre existentiellement, un peu pleinement. Enfin, il y a un peu de ça dans l'approche. Mais donc, voilà, donc c'est amour de la sagesse ou sagesse de l'amour. Mais donc déjà, est-ce que la sagesse, est-ce que c'est intellectuel? Et quand on parle de la connaissance et de la conscience, est-ce que c'est la conscience sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment? Est-ce que c'est l'intellect? Est-ce que c'est la raison? Donc là où j'aimerais vous lancer donc 3 petites citations, et puis démarrons là-dessus. Donc il y a 3 citations de Tao Te Ching que j'aime beaucoup. Vous avez entendu parler de Tao Te Ching? Parfois c'est marqué Tao Te Ching, enfin, c'est des transcriptions qui sont différentes. Alors je vois, c'est quoi Tao Te Ching? C'est... je ne saurais pas l'expliquer. Un savoir, non, je ne saurais pas l'expliquer. Tao Te Ching, en fait, il y a un savoir dedans, mais c'est un livre. C'est le livre qu'a écrit en fait Lao Tzu, qui est considéré comme un des fondateurs du taoïsme. Alors, parfois, quand vous voyez, je ne sais pas moi, sur Facebook ou sur machin, vous mettez des photos avec des petites sagesses, etc. Souvent c'est Confucius a dit, ou parfois c'est Lao Tzu a dit. Puis parfois c'est pas lui qui a dit, mais bon, c'est pas grave. Et quand c'est le chinois et que ça vient de très loin, ça fait plus sérieux. Mais donc là, ce que je vous dis là, Lao Tzu a vraiment dit. D'accord? Donc en fait, il a écrit un petit texte qui n'est pas très, très grand, ça se lit assez rapidement. Donc il s'appelle Tao Te Ching, qui signifie donc Ching, c'est en fait c'est le classique, c'est le livre.
Tao, c'est le Tao, c'est la voie, on pourra en parler un peu plus si vous voulez après, et T, c'est la vertu, donc c'est le livre de la voie et de sa vertu. Et c'est vraiment considéré comme un des fondements, si vous voulez, pour les taoïstes. Déjà, Tao Te Ching commence, je ne peux pas m'en empêcher, ce n'était pas la citation que je voulais dire, mais le premier verset, c'est des petits versets. C'est le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao. Le nom qu'on peut donner n'est pas le vrai nom. Donc en fait, il commence son petit bouquin en disant bah, ce que dit Panika, ce que je vais vous dire ne peut pas être dit. Je vais essayer de vous le dire quand même. Donc on est déjà dans cette autre dimension. Et après, là, vous avez une citation dans Tao Te Ching où il dit, pour ceux qui regardent les films d'arts martiaux, peut-être vous êtes déjà tombé sur ces citations. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Vous laisse juger par rapport à ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et donc en fait, le philosophe au sens profond, quelque part, qui a une certaine sagesse, par rapport au Tao Te Ching, donc il dit, il ne parle pas. Donc c'est pas à lui d'écrire des bouquins, de faire des... Non, c'est une autre approche interpellante. Deuxième autre citation que j'aime beaucoup dans Tao Te Ching. Alors, il ne dit pas que c'est le sage, mais c'est par rapport à la personne qui est en voie de cheminer vers la sagesse. Il dit, il faut vider la tête et remplir le ventre. Les gâteaux, ils sont où? Ah oui, c'est où les gâteaux? Non, on va parler des gâteaux, non mais franchement. Alors, vider la tête et remplir le ventre, à nouveau, on pourra en reparler. Je vous donne une petite indication, quand l'on se parle de vider la tête et remplir le ventre, bon, vider la tête, c'est un peu cette idée de... Je ne sais pas si vous l'avez fait de temps en temps, vous promenez, ou peut-être certains essayent de temps en temps peut-être de méditer un peu ou quoi que ce soit, il y a plein de pensées qui viennent. On est tout le temps bombardé avec plein de pensées. Et le problème, si vous avez envie d'être conscient de ce qui est là et de pouvoir goûter un peu ce qui est là, ben, si vous êtes constamment branché sur plein de stations radio que vous ne contrôlez même pas, parce que vous avez ah, il y a mon examen, mon truc, ah, mon petit ami, ça n'arrête jamais. Donc c'est pas possible de vraiment pouvoir goûter là maintenant qu'est-ce qu'il y a ici. Donc ça c'est l'histoire de vider la tête. Et donc dans toutes les approches taoïstes, même confucianistes aussi, on va considérer qu'au départ dans la vie, bien sûr, vous devez apprendre des choses, vous devez apprendre à parler, vous devez apprendre à vous comporter en société, etc. Parce que sinon vous n'allez pas vivre très longtemps. Mais une fois que vous avez acquis ces choses-là, et quand il s'agit de connaître maintenant les choses plus profondes de qui vous êtes au niveau le plus profond, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier. Tout le travail, en fait, le cheminement de Tao, c'est oublier. Oublier toutes les conventions, oublier toutes les conditionnements, oublier pour vider, pour faire la place, pour qu'on puisse en fait s'ouvrir à ce qui est là. Hein, là, vous commencez à voir un peu le lien. Donc, quand j'adore dire, la vie n'est pas un vide à remplir. Allez, là, il faut que je passe mes examens, que je me truc, et puis après, il faut que j'ai un bon poste, et puis gagner de l'argent, et puis il me faut faire ma femme, une époux, et puis il faut les enfants, et puis il faut le chien aussi, et puis une maison de vacances, ça serait bien. On est toc, 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 et puis on s'occupe avec ça. Rien de mal à faire toutes ces choses. Mais si on passe tout son temps à uniquement courir après des choses comme ça, quand est-ce qu'on a le temps de juste se poser et de voir ce qu'il y a? La vie, elle n'a pas besoin que vous vous agitiez constamment pour qu'elle existe. La vie, elle coule très bien comme ça. Hein. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se mettre là, tiens, allez, on va goûter un peu la vie qui passe. Et quand vous faites ça, donc on vide la tête, ben en même temps, ce qui se passe, alors c'est lié en fait à des pratiques dans le taoïsme, on appelle Yang Shenggong, les pratiques pour nourrir la vie. Peut-être vous avez entendu parler le mot le Qi. C'est quoi le Qi? Vous avez entendu le mot, mais ben, parfois la manière de traduire, on peut traduire c'est l'énergie.
Le souffle, même parfois en Europe on parle de souffle vital. Est-ce qu'il y en a qui font du yoga parmi vous? Alors le prana. Prana, hein, c'est aussi cette même notion, c'est cette notion d'énergie. Et donc en fait, si vous voulez, plus vous êtes intellectuel, etc., plus vous bloquez en fait la possibilité que l'énergie puisse circuler naturellement et librement. Donc quand il parle dans le taoïsme de cette idée, il faut vider la tête et remplir le ventre, en fait il y a un centre d'énergie ici, qui s'appelle le Tantien inférieur, à peu près au niveau du nombril. Et c'est que petit à petit, là, quand vous commencez à relâcher, que vous vous centrez, hein, et bien petit à petit, ça commence à remplir avec l'énergie, ça commence à circuler. Et en même temps, ça vous fait comprendre un certain nombre de choses. Donc pourquoi est-ce que je vous donne ça comme ça au départ? C'est que c'est un peu pour vous provoquer par rapport à la conscience, parce que je sais qu'on a souvent tendance chez nous à dire, mais non, mais la conscience, attendez, comme c'est rationnel, c'est intellectuel, enfin c'est ça, je suis conscient de moi-même, c'est que j'analyse justement ce que je fais. Et là, eux, ils vous disent l'inverse, ils disent, bah, arrêtez un peu d'intellectualiser là. Oubliez tout ça. Goûtez. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et quand je dis là tout de suite, vous pouvez faire aussi les liens avec ce que vous avez fait dans les discussions avant. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait sens ou ça fait pas sens? Ou c'est juste une autre manière de voir ou... Ouais, c'est juste une autre manière de voir et de voir la personne. Si on pense que le conscient ou la conscience, la conscience, c'est on contrôle tout, on sait tout ce qui se passe. Si c'est seulement ressentir, enfin, donc ça peut changer, ça varie selon les personnes qui, on interprète tous différemment les choses. Donc pour toi, en fait, la conscience, il y aurait deux aspects. Il y a un côté plus de contrôle, un peu plus actif, et un côté plus passif, réceptif, qui serait de sentir les choses. Par exemple, oui, je sais pas, pendant un repas, ça peut arriver, on est là avec les amis, on rit, et on peut juste se reculer et dire, ah, c'est un bon moment. On le ressent pas dans notre cœur, ou dans notre cœur, c'est un bon moment. Donc, il y aurait différents moments où on ferait la différence entre les deux. Et vous êtes d'accord ou vous compléteriez avec cette définition de la conscience? Donc là aussi, tu viens de dire, en fait, on prend conscience de quelque chose. Est-ce que pour qu'il y ait conscience de quelque conscience, est-ce que c'est la conscience, il faut avoir conscience de quelque chose? Est-ce que la conscience, c'est un truc qui peut exister comme ça sans qu'on soit conscient de quelque chose de particulier? D'après vous? Ou reposons la question autrement. Dans votre expérience, là, je vous ai parlé de conscience. C'est quoi être conscient? Donc, tu as donné un exemple. Tu vois, tu as dit, on prend le recul, on est dans quelque chose, et puis je prends le recul, et tiens, il y a quelque chose. Quand on est conscient, on le ressent et on sait qu'on le fait. Mais des choses inconscientes comme respirer, on les fait mais sans forcément se forcer à le faire. C'est des choses qui coulent toutes seules. Alors que certaines choses, on y pense et donc on les fait, donc on est conscient de ce qu'on fait. Je pense qu'il y a aussi on se rend compte de ce qu'on fait, donc on doit le ressentir pour le faire. Donc en fait, ce que tu as introduit, c'est un peu une certaine dynamique, en fait, tu l'as dit, mais elle a mis des mots dessus. Elle dit, en fait, il y a un peu cette dynamique entre inconscient et conscient. On est là avec les amis, on profite, c'est chouette, mais on le fait un peu de manière inconsciente, et à un certain moment, pauvre, je prends un recul, et là, je suis conscient, en fait, de ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas que je ne faisais pas ou que ça ne se faisait pas, mais moi, je n'avais pas forcément la conscience de ce qui était en train de se passer. Je résume un peu bien. Donc, ouais, donc si vous le prenez comme ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, donc, on est dans une dynamique. On n'est plus uniquement dans quelque chose, la conscience dans le sens absolu, ou l'inconscient dans le sens absolu. Si vous vous rendez compte qu'en tant qu'être humain, il y a toutes sortes de choses qui vous poussent. J'ai commencé à vous dire au départ,
je suis un peu un point d'interrogation. Petit à petit, je commence à découvrir de plus en plus quel genre de point d'interrogation c'est. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce point d'interrogation-là et pas un autre? Est-ce que j'ai vraiment vu toutes les facettes de ce que ça implique? Je découvre petit à petit. C'est en cheminant que petit à petit, en fait, on découvre. Et donc, en fait, dans ce cheminement, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que petit à petit, en fait, on rend conscient des choses qui étaient inconscientes. Quand je vous disais le dialogue, moi, je peux avoir un certain point de vue. Je parle avec des amis qui ont un point de vue complètement différent. Parfois, peut-être, je suis même obligé d'entendre plein de fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, quand j'étais à l'université, j'habitais en fait dans les maisons d'étudiants. Et je me rappelle qu'il y avait, vous devez tous avoir des amis qui sont passionnés par des choses différentes. Puis avec certains, je me rappelle, il y avait un ami, on parlait de n'importe quoi, ça revenait toujours à une histoire d'environnement à la fin. Et puis j'avais un autre ami, on pouvait partir de n'importe quoi, lui c'était le système de compétition, la société de compétition, et que vraiment c'était terrible, etc. Mais on pouvait partir vraiment de n'importe quoi, on allait avec tel ami, systématiquement on allait arriver sur cette discussion-là. Alors les premières fois c'est intéressant, après vous passez la phase où à un certain moment vous dites, bon ben on a compris, quoi. Enfin, il ne faut pas à chaque fois remettre le truc. Puis quelque part, c'est des amis, donc ça vous interpelle. Pourquoi ça te tracasse autant? Pourquoi on ne passe pas à autre chose? Pourquoi c'est constamment ce refrain-là qui revient? Et peut-être au bout de la 100e fois, tout d'un coup, il y a un truc qui fait des clics, comme vous dites, ah ouais, d'accord, en fait, c'est profond son truc. Mais vous avez parfois besoin d'entendre, donc c'est pas le fait d'avoir lu, d'avoir entendu qui rend conscient la chose. C'est qu'il faut qu'il y ait, on dit en français, une prise de conscience. Et qu'est-ce qui va déclencher la prise de conscience? Parfois, c'est pas mécanique, c'est pas automatique. Il y a des choses qui font que tout d'un coup, on a tout un nombre d'informations. Je ne sais pas si vous avez encore, enfin moi ça fait un petit bout de temps. Je me rappelle quand on était en biologie ou chimie, on faisait des travaux pratiques. Et vous avez aussi ces travaux pratiques. Bon. Alors, je ne sais pas si vous faites les fameuses expériences, il faut faire, je ne sais pas, vous avez les trucs verts et rouges, et puis vous mettez les petites gouttes, etc. Et puis tout d'un coup, après, ça devient bleu avec le précipité blanc, et puis voilà. Vous mettez plein de gouttes. Mais en fait, après, c'est une goutte qui fait que la chose vire. Si vous n'aviez pas mis les gouttes d'avant, ça ne pourrait pas tourner. Mais pourtant, c'est la dernière goutte. Si vous ne mettez pas la dernière goutte, en fait, ça va rester bleu. Et là, vous mettez une goutte de plus, pof, là, ça change. Mais les prises de conscience, c'est un peu la même chose. C'est que vous les préparez, en fait, avec tout un nombre de choses que vous faites, avec la philosophie, avec le fait de vous mettre à l'écoute de certaines choses. Et puis, à un certain moment, hop, vous avez la petite goutte qui fait que, hop, il y a vraiment une prise de conscience qui va faire que peut-être votre manière de voir va shifter de manière un peu plus importante. Et donc, ce cheminement de l'inconscient vers un côté plus conscient, d'une certaine manière, je crois, j'ose vous dire, je ne suis pas philosophe professionnel, mais c'est ça la philosophie. Le cheminement philosophique. C'est petit à petit d'élargir en fait notre horizon. On part de quelque part, mais petit à petit, on élargit notre horizon. Et dans les traditions, par exemple, indiennes, qu'elles soient bouddhistes ou qu'elles soient hindoues, c'est très très bien résumé en fait dans un terme que vous connaissez, c'est le terme de gourou. Vous savez ce que c'est qu'un gourou? Non? Alors c'est quoi? Un gourou. Ça c'est une espèce de meneur spirituel. D'accord, donc un meneur spirituel? Un guide spirituel? Ok. Oui, donc on peut dire, oui, c'est vrai. Et alors la racine en fait du mot gourou en sanskrit, c'est celui qui écarte l'obscurité. Donc en fait le principe de gourou, c'est ce principe de conscience finalement. C'est celui qui rend conscient des choses qui étaient inconscientes. Donc c'est celui qui peut aider les autres parce qu'il a mis un peu de lumière, on va dire, en lui pour éclairer un peu qui il était. Et comme il a une certaine vision de ça, il peut aider d'autres à commencer à faire un peu la lumière de qui ils sont eux. Et donc tout le cheminement, si vous voulez, dans toutes les traditions en fait, de connaissance de soi-même, c'est comment est-ce que je passe petit à petit d'une relative inconscience
à un état où on est plus conscient. Et donc la grande différence qu'on peut avoir entre la philosophie, je dirais, occidentale de manière générale et certaines des approches dont je vous ai parlé, que ce soit le yoga ou des approches de Qigong, Tai Chi, approches taoïstes, c'est que dans la philosophie occidentale, on a beaucoup mis l'accent, pratiquement exclusivement mis l'accent sur le côté intellectuel pour avancer dans cette démarche-là. Alors que dans ces autres voies, il y a des pratiques. On va pratiquer des choses, on va faire des choses avec son corps. On va utiliser le son, hein, la musique, la mélodie. On va utiliser parfois les rituels. On va utiliser toutes sortes de choses différentes, l'art, toutes sortes de différents aspects que l'humain porte en lui. On est tous un peu des artistes, on est tous un peu des musiciens, on est tous un peu des gens qui aiment bouger, on est tous un peu aussi des philosophes, mais on porte en fait à l'intérieur de nous ces différentes choses-là. Et donc au lieu de dire la seule voie vers la connaissance, c'est l'intellect, oui, c'est très bien l'intellect, mais il y a d'autres, il y a certaines personnes, c'est pas des grands intellectuels. En Inde, on dirait le mot yoga. Vous savez ce que ça signifie le mot yoga? Non, personne? Toi qui pratiques le yoga? Non. Il y a deux racines étymologiques pour yoga. Une racine de yoga, c'est en fait de apaiser. Une des définitions de yoga, c'est dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est Yoga Chitti Vritti Nirodha. Donc le yoga, c'est la cessation des turbulences du mental. Donc une manière de comprendre le yoga, c'est ce que vous dit Lao Tzu. Vider la tête, remplir le ventre. Arrêtons les tourbillons. C'est l'exemple que je vous donnais dans l'autre cours. Prenez un verre avec un peu de boue, un peu d'eau. Vous secouez, vous le posez, c'est tout marron. Et en plus, ça tourne. Et après, vous le posez. Vous le mettez au calme. Il se décante. Quand il se décante, vous voyez encore la boue. Mais en même temps, l'eau, elle est transparente, elle est claire. Vous pouvez voir à l'intérieur ce qui se passe. Et en plus, si votre eau, en haut, après, elle est bien calme, une image qu'on prend souvent, la lune peut s'y refléter. Si votre eau, elle est pleine de vagues, les choses ne peuvent pas se refléter correctement dedans. Donc, une des définitions de yoga, c'est ça. Yoga, donc Chitti Vritti Nirodha. L'autre étymologie de yoga, on dit parfois le yug, le fait de joindre ensemble. Alors qu'est-ce qu'on joint ensemble? Alors si vous êtes plutôt théiste, vous allez dire c'est le petit moi et le divin. Alors certains, c'est ma nature un peu plus limitée, ma nature plus universelle. Et c'est de créer ce lien. Donc en fait, en Inde, traditionnellement, toute démarche qui contribue à lier ces différents aspects, de refaire de nous une unité, d'une certaine manière, c'est des yogas. En anglais, entier, c'est whole. Quelqu'un m'a fait la remarque, apparemment, le mot whole est lié avec le mot health, qui est être en santé. Être en santé, c'est quoi? C'est quand vous êtes entier. Que toutes les parties de ce que vous êtes vont bien et coopèrent bien ensemble. Et qu'il n'y ait pas d'accroc. Et quand il y a une partie qui est en déficit ou que ça ne travaille pas bien ensemble, là, d'un coup, c'est... Alors, en anglais, c'est pareil, c'est chouette. Alors, you're not at ease anymore. On n'est plus confortable. On a disease. C'est parlant. Et donc, le yoga, c'est pas des postures, c'est à ça que je voulais en venir. Le yoga, c'est chaque cheminement qui peut vous permettre, en fait, de vous connaître un peu mieux. Et les Indiens, par rapport à ça, ils reconnaissent qu'il y a des gens différents. Donc, si vous êtes un philosophe, ok, Vijnana Yoga, c'est Paulo. C'est le yoga d'introspection, de réflexion. Il y a deux approches. Il y a l'approche iti ou neti neti. Vous commencez à dire, est-ce que je suis le corps? Non, je ne suis pas le corps. Bon, alors, est-ce que je suis les émotions? Non, je ne suis pas non plus les émotions. Mais vraiment une enquête approfondie, et puis à chaque fois, non, je ne suis pas. Mais alors, vous êtes quoi? Qu'est-ce qui reste quand vous n'êtes pas tout ça? Et l'autre approche, c'est une autre approche qui est iti. Oui, je suis ça, je suis le corps. Alors, je suis que le corps. Non, qu'est-ce que je suis encore? Je suis aussi ça. Et petit à petit, vous bâtissez comme ça. Mais tout le monde n'est pas un intellectuel. Il y en a qui ont un grand cœur.
un cœur qui déborde, il faut qu'il fasse des choses pour les autres, il se sent compassionné, il faut partager, il faut aimer. Ok, bah, très bien, si c'est le cœur et l'émotion qui priment. Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. Peut-être que vous avez rencontré, en fait, une des manifestations de Bhakti Yoga, vous avez rencontré les gens à Hare Krishna. Parce que souvent, enfin, peut-être c'est moins à la mode maintenant, hein, mais je me rappelle quand moi j'étais jeune, on rencontrait souvent dans les villes, en fait, parce qu'ils venaient distribuer aussi un peu des trucs, et puis ils chantaient souvent les bhajans. Ben ça, c'est en fait, c'est le yoga de la dévotion. Donc ça passe beaucoup par les chants, ça passe par la dévotion, ça passe par... c'est l'émotionnel. Tous les gnana yoga, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un intellect qui est un peu comme ça, et puis petit à petit, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir mon intellect. Et quand mon intellect va commencer à devenir plus vaste, normalement, on va savoir des impacts aussi par rapport à comment je ressens les choses, comment j'agis dans le monde. Bhakti Yoga, c'est le cœur. Vous avez l'émotion, mais vous êtes un gros émotionnel, mais en même temps, sur des petites émotions, c'est vos histoires d'amour, c'est vos histoires, mais ça reste limité. Il a dit, ok, on prend cette émotion, mais on va l'ouvrir à tout le monde. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous aimez le cœur, mais donc on va ouvrir le cœur. Mais en même temps, quand vous commencez à ouvrir plus le cœur, ça appelle aussi un peu la sagesse, parce que vous vous rendez compte que... Ben, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? C'est une grande question, ça. On peut étouffer des gens avec son amour aussi. Donc il y a une intelligence qu'il faut développer aussi par rapport à comment aimer, pour vraiment aimer, hein, pour que ce soit un amour qui soit bénéfique pour tout le monde. Après, il y a des gens, c'est pas tel... Quand je dis ça, c'est tout le monde a un peu de tout, hein, mais disons par rapport à la pondération. Puis il y a des gens, bon, c'est bien beau d'avoir des sentiments, et puis c'est bien beau peut-être de réfléchir, mais bon, c'est l'action, quoi. Il faut agir. Il faut construire des trucs, il faut monter des projets, il faut... C'est ça quand même le sens de la vie. Enfin, on ne va pas un truc émotionnel, là. Non, faisons des trucs, agissons. Karma Yoga. Alors, Karma Yoga, c'est quoi? Là, c'est le yoga de l'action non intéressée. Ok, vous avez besoin d'agir, agissez. Mais au lieu d'agir en disant, je vais agir parce que je vais gagner d'autant plus, etc., vous pourrez prendre le pouvoir et je vais avoir encore plus de gens sous moi que je peux contrôler, puis je suis le chef, etc. Ok, oui, c'est une manière de se motiver pour agir. Karma Yoga, c'est dire, ok, travaillez, faites votre travail, faites les choses, mais ne vous attachez pas aux fruits du travail. Et donc là, à nouveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'ouvrir la notion d'action. Donc au lieu que ce soit une action qui est égocentrée, à nouveau, c'est une action en fait, qui prend des proportions plus vastes. Et dès que vous prenez des proportions plus vastes, à nouveau, il va y avoir les autres trucs. Ah oui, mais alors comment faire? Puis il y a la sagesse et l'amour qui commencent à être liés. Et parfois, on lit, d'ailleurs, je suis en train de le penser maintenant, on lit ces trois dimensions-là. On a dit l'amour de la sagesse, mais ce n'est pas toute l'histoire. Je vais poser la question, l'amour de la sagesse, pourquoi? Pour les philosophes. J'espère que je ne vais pas dire une bêtise, mais il me semble. L'amour de la sagesse, pourquoi? Pourquoi les philosophes ont cet amour de la sagesse? Mais ça sert à quoi la sagesse? En fait, là je me rends compte, en fait on est vraiment dans le truc inversé. Alors Éléonore m'invite, je suis supposé être le prof, et puis donc c'est moi qui parle. Vous vous rappelez hein, le Tao Te Ching? Celui qui parle ne sait pas, donc celui qui parle c'est moi, et puis ceux qui sont supposés être les étudiants, en fait vous êtes tous les grands sachants et les grands sages, qui gardent le silence. Quelque part, est-ce que je dis une connerie si je dis que c'est la philosophie de la sagesse pour atteindre la vérité? Quelque part, on cherche un peu ça. On n'aime pas la sagesse pour la sagesse uniquement en tant que telle. Quelque part, la sagesse, elle nous interpelle parce qu'on pense qu'avec la sagesse, et l'amour de cette sagesse... Quand tu dis vérité, on a travaillé sur la vérité scientifique, mais je ne pense pas que ce soit cette. La vérité, alors il y a dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, parfois on parle de l'être-té, de ce qui est, de voir les choses telles qu'elles sont. Pour les Indiens, parfois la réalité ultime ou la vérité ultime, ils appellent Sat, Chit, Ananda. Sat, c'est être. Chit, c'est conscience. Ananda, c'est béatitude. Donc au sens le plus profond, le
le cœur en fait, de la réalité, dans cette approche-là de yoga. C'est Satchitananda, la réalité entre guillemets ultime, telle que les choses sont. C'est être-té, conscience et béatitude. Donc effectivement, quand je parle de vérité, c'est pas uniquement une vérité intellectuelle. Hein. Même si c'est sur quoi on parle. Quand le philosophe dit qu'il cherche la vérité, enfin il cherche la vérité. Après on peut dire, ouais non mais ta vérité elle est culturellement machin, et puis dans d'autres cultures on pense autre chose, et puis c'est pas scientifique, etc. Mais n'empêche que ce qu'il cherche quelque part, c'est la vérité. Et dans les traditions plus occidentales, ben, parfois on fait le lien, on dit que ben, la vérité c'est la fruit de la sagesse et de l'amour. Si vous avez une médaille, en fait, la médaille de la vérité, ou voilà, une face c'est la sagesse et l'autre c'est l'amour. Chez les bouddhistes, vous avez trouvé, si vous voulez aller vers l'éveil, hein, vous avez la sagesse et la compassion. Vous avez toujours ces deux ailes-là qui, en fait, qui vont vous... c'est un peu comme une autre image qui me vient, un fleuve. L'eau qui coule, c'est l'amour. Ça nourrit, ça soutient, ça coule. La sagesse, c'est quoi? C'est le lit de la rivière. Ça l'oriente. Ça lui donne un cadre, parce que sinon l'amour, ça déborde. Et là, il y a le lit quelque part qui... Voilà. Et dans cette analogie-là, la vérité, ça serait quoi? Ben, c'est la source. S'il n'y a pas de source, enfin, le fleuve il vient de quelque part. Hein, donc vous êtes... Là, quand je vais parler de karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga... Puis l'autre, Hatha Yoga, Raja Yoga, là c'est plus les yogas physiques avec aussi énergétique, enfin tout ce travail-là. Ben, vous voyez qu'en même temps, ils sont liés à différents éléments de base, on va dire, de la constitution humaine, qui sont ces aspects de vérité, d'amour et de sagesse. Et si vous voulez avoir une approche qui serait uniquement sur l'un des points, en oubliant complètement les autres, ben quelque part, c'est comme si vous mutilez quelque part. Pourquoi ne regarder que ça? Pourquoi s'interdire, entre guillemets, de vivre pleinement et d'accepter aussi ces autres aspects-là? Le temps, ça c'est une autre réalité. Il est quelle heure? Il est 5, 3 heures. Alors moi, je suis complètement paumé. Je vais vous dire, moi, à mon époque, à l'école, on avait tous les cours étaient en fait c'était toujours sur des heures fixes quoi. Donc c'était je sais pas de 15h à 15h50 et après il y avait 10 minutes pour changer de classe et puis après le prochain c'était 16h à 16h50. Avec vous c'est un peu compliqué, parfois ça arrête à la demi et puis parfois ça arrête à... Donc là en fait on en est où par rapport à nos premières 45 minutes? On a encore 35. Non, même pas, on a encore 30 minutes. Ah, ça fait qu'un quart d'heure que je parle. Non, on a encore 30 minutes des 1 heure. Un quart d'heure, il y a c'est la deuxième heure. Ah, ça, on a déjà... Ah, il y a le réflexe de Pavlov que j'ai essayé de remarquer, mais il y a la sonnerie, on a quand même tous fait. Alors dans ce cas, ce que je vous propose... Si vous pouvez y aller, vous pouvez hésiter quand même. Voilà. Donc, première proposition, on fait une mini-pause. Deuxième proposition... Vous courez dans les couloirs, parce que vous... c'est quoi, c'est 20 minutes qu'on a en tout encore? Ben, 30, c'est ça. En tout, donc en tout. Donc, voilà. Donc l'autre chose, alors soit on fait comme ça, puis on peut faire des questions-réponses ou un truc comme ça. Sinon, ce que je vous propose, ça peut faire une sorte de pause. Donc voilà, j'essaie de vous rendre à l'échelon d'histoire. C'est qu'on se prend 5 minutes, peut-être encore 10 minutes, si vous avez des réactions ou des questions, et qu'on se prend les 20 dernières minutes pour essayer retrouver la source. De pratiquer, voilà. De voir, de regarder, parce que là on a beaucoup parlé, mais il y a des pratiques de base. Alors ce qu'on ferait, c'est une pratique un peu de mettre un peu son attention par rapport à la respiration, etc., pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, peut-être ce serait une meilleure idée de faire ça avant, maintenant, et de garder des questions peut-être même pour après, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous venir pendant le... Vous avez envie de le faire? Mais d'abord pause toilette ou je sais pas quoi, boire. Alors, mini pause toilette, qui a besoin de quelques minutes de... Non? Alors dans ce cas, faisons tout de suite la pratique. Et comme ça, on aura plus le temps, on ne sera pas pressé par le temps en fait. Et puis comme ça, on aura l'occasion de... Ok, alors je vais vous dire 2 petits mots par rapport à ce qu'on va faire. Comme ça, après quand on fera, on saura. Une des choses qu'on a probablement constatées, c'est toutes ces histoires que je racontais avec le verre d'eau, etc.,
c'est que très souvent, en fait, notre esprit est vraiment surchargé avec plein de choses. Et déjà, le fait qu'il soit surchargé n'est pas forcément agréable en soi. On parlait avec une amie récemment, et qui me disait, oui, en plus, parfois, c'est des angoisses, c'est des choses comme ça, donc c'est même pas des choses très agréables, parfois, qui nous tracassent. Et alors, comment faire un peu silence, on va dire, par rapport à ça? Et donc, une pratique que vous retrouvez dans différentes traditions, c'est la pratique, en fait, de mettre son attention sur la respiration. Pourquoi? Parce que c'est toi qui disais tout à l'heure, on respire de manière inconsciente, mais en même temps, on doit respirer. De toute manière, on respire. Mais on peut le rendre conscient, on peut mettre son attention dessus. Donc le fait de mettre son attention sur la respiration, ça vous donne une encre. Ça vous donne quelque chose, c'est un rappel, d'une certaine manière. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas tellement d'être conscient de sa respiration, mais on utilise ça comme un moyen, en fait, pour petit à petit prendre conscience. Et donc ce qu'on va faire, donc on va s'installer. Est-ce que, voilà, je l'envoie déjà qu'ils sont un peu là en tailleur. Vous êtes tous confortables à vous asseoir comme ça par terre, ou vous préférez être sur une chaise, ou, parce que ce qu'on pratique, alors soit on peut être assis sur une chaise avec les jambes juste comme ça, c'est parfait. Alors si on s'assied comme ça, la seule chose qui serait importante, ne vous adossez pas. Gardez votre dos droit. Si jamais vous avez envie de soit sur la chaise ou par terre, de vous asseoir en tailleur, alors soit vous mettez en tailleur, vous mettez comme ça. Donc peu importe la manière dont vous mettez. Mais alors là, la chose qui va être importante, c'est d'une part de garder aussi votre corps bien droit et regardez mon dos. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand on pratique, il y a ça qui va se passer. On ne veut pas se redresser comme ça, on creuse le dos. Non, creusez pas le dos. Essayez de garder votre dos bien aligné. Imaginez, je ne sais pas si vous avez des petits frères ou des petites sœurs ou des petits cousins ou quoi que ce soit, si vous les aviez sur les épaules. D'accord? Donc il faut que votre dos, il est comme si vous aviez quelqu'un sur les épaules, non pas comme ça, où on casse en fait son dos. D'accord? Après, donc voilà, donc les jambes peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, c'est pas très important, il faut juste que vous soyez confortable. Et si vous êtes à la maison, bon là on n'a pas, si c'est un peu difficile pour certains, vous voyez qu'en étant croisés, on se retrouve un peu comme ça, ben vous pouvez mettre un petit coussin, vous prenez une serviette que vous pouvez plier en plusieurs fois pour être un peu plus haut. Et si vous avez les fesses un peu plus hautes, en fait ça va ouvrir, ça va être plus confortable au départ quand on n'a peut-être pas la souplesse. Donc, la tête, imaginez que la tête, en fait, elle est comme suspendue, comme une marionnette. S'il y en a qui font la danse, c'est un peu quand vous dansez, là je pense plus danse classique, on est suspendu aussi. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué. La tête un peu suspendue. La langue, vous la posez en fait derrière les dents sur le palais devant, juste au-dessus des dents devant, vous le posez là. Les mains, c'est une manière parmi d'autres, mais c'est une chouette manière. Vous prenez la main gauche, vous mettez la main droite sur la main gauche et vous posez les deux pouces l'un contre l'autre. Donc en fait, vous êtes en train de fermer, vous voyez votre circulation. Et après les yeux, en fait, vous allez, si vous souhaitez fermer les yeux, l'avantage de fermer les yeux, c'est que vous êtes moins distrait par ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça permet un peu de tourner le regard à l'intérieur. Le désavantage en fermant les yeux, vous le connaissez? Je vais l'illustrer. Ça, des avantages parfois, parce que beaucoup d'entre nous, on est habitués en fait que dès que vous mettez à votre corps dans le yoga, je ne rigole pas, c'était mon élève de yoga aussi, Léonore. Et quand on faisait en fait à la fin du cours de yoga, je ne sais pas si vous le faites, on fait Shavasana, posture allongée.
Et pour beaucoup de personnes, on est allongé, on ferme les yeux. Et surtout si on le fait un peu plus longtemps, parce qu'il faut des exercices de respiration, ça commence à gonfler. Et après, une fois qu'on a terminé et puis qu'on se relève, t'as dormi. Oh non, je n'ai pas dormi. Pourquoi? Parce que normalement, votre corps n'a pas l'habitude en fait, d'être relâché et alerte et attentif en même temps. Normalement, soit on est actif, on est complètement actif. Et après, on est fatigué, on rentre et puis on s'effondre. Et dès qu'on s'effondre, on dort, et puis il y a tout le système qui se ferme et la conscience qui se ferme. Et une des choses par rapport à la méditation, par rapport à tous les arts internes, c'est qu'on veut avoir le corps complètement relâché, mais l'esprit complètement attentif. D'accord? Mais d'où, parfois, quand on ferme les yeux, pour certains, dès que je dis fermer les yeux, c'est pof, en 2 secondes, je dors. Donc choisissez celui que vous préférez. Vous commencez soit avec les yeux ouverts, soit avec les yeux fermés. Les deux sont possibles. Quand vous allez relâcher votre corps, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que si vous relâchez votre visage et que vous avez les yeux fermés, ils vont tout légèrement s'entrouvrir. Mais si vous avez les yeux ouverts au départ et qu'après petit à petit vous laissez vraiment juste relâcher votre visage, ils vont se fermer mais pas complètement. Ils vont être aussi à moitié ouverts, moitié fermés. Ça c'est parfait. D'accord? Et en fait vous voyez dans beaucoup de certaines statues de Bouddha, vous voyez il y a aussi des yeux comme ça, moitié ouverts, moitié fermés. Et donc essayez pas de faire exprès moitié fermé, ce serait des grimaces, etc. Donc juste commencez fermé, commencez ouvert. Et puis après, en fait, ça va se mettre tout seul. Voilà. Donc ça, c'est la pratique qu'on va faire. Donc je vais la guider un peu. Voilà. Et pour commencer, je vous conseille de le faire. Prenez juste 30 secondes avant de commencer, en prenant conscience de la chance qu'on a d'être là. Ça n'a pas de soi d'avoir du temps de se prendre un peu d'espace en fait, pour faire connaissance avec soi-même. Un peu comme avec le petit prince et le renard, de s'apprivoiser un peu. Ça ne va pas de soi. Donc juste prenez conscience de ça, et dans les mots que vous avez envie, dites merci. Voilà. Et la deuxième chose, on est lié avec tout le monde. Donc aussi, quand vous pratiquez, ayez juste cette petite pensée aussi, merci, et que le travail que je suis en train de faire, soit pour le bonheur et la paix de tout le monde. Que ce n'est pas uniquement pour moi, mais au contraire que ça contribue un peu, que on peut être plus harmonieux avec les uns avec les autres. Et donc quand vous commencez, faites-le, et quand vous terminez, faites-le, avec vos mots à vous, avec votre manière à le dire qui vous parle le plus. Dernière chose, donc ce qu'on va faire pour être bien dans ce travail, c'est qu'on va d'abord un peu relâcher notre corps. Donc on va prendre conscience un peu de notre posture. Si vous sentez des tensions, parfois, je sais pas, on prend de la posture et puis on sent que, je sais pas, par exemple, on a l'épaule qui est tendue, on a le dos qui est tendu ou quoi que ce soit. Dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez utiliser votre respiration pour inspirer à l'endroit où vous avez une tension. Par exemple, si je suis là, c'est plus facile pour montrer, après je suis comme ça, puis je prends conscience, j'inspire, et puis en expirant, je lâche, j'ouvre. Donc on va commencer la pratique, ça va prendre quelques minutes, on va faire tout le corps comme ça juste pour lâcher. Et après, on va juste passer à la respiration, et là on ne va plus faire de respiration contrôlée, vous laissez respirer naturellement, et juste on va mettre son attention sur la respiration. Et quand on se rend compte qu'on est ailleurs, gentiment on ramène l'attention à la respiration. Et cette chose que je viens de vous dire là par rapport aux tensions, même si vous ne méditez pas, vous pouvez l'utiliser si vous êtes en cours, vous êtes bloqué ou quoi que ce soit. Juste, je prends ma respiration. Quand j'inspire, je la mets à l'endroit qui est coincé. Et quand j'expire, je lâche. Et si vous avez par rapport à des sentiments parfois qui sont, je sais pas, vous avez une angoisse devant un cours, peut-être on le sent même un peu dans l'estomac ou quoi que ce soit. La même chose, juste j'inspire et je lâche. Et puis petit à petit, quand vous aurez l'habitude, donc même avec des sentiments qui peuvent venir, il y a le même processus. On prend l'inspiration et puis avec l'expiration, on ouvre, on lâche. Donc quand je dirais, voilà maintenant, voilà, on ouvre, on lâche, vous saurez ce qu'on fait. D'accord? Donc on est prêt? Alors une chose, si vous êtes assis sur la chaise, donc le dos pas adossé, et les pieds posez-les à plat, pour avoir une bonne assise. Et vous tenez, vous êtes un peu comme un guerrier. Vous n'êtes pas? Je suis là.
Comme, comment il s'appelle déjà Mickey Rourke dans... je sais pas. Allez, donc on s'installe. Ok. On prend conscience de la chance qu'on a d'être ici. Et on dit merci. Et on dédie tout le travail qu'on va faire à ce que d'autres aussi aient la chance en fait de pouvoir se connaître un peu mieux, d'être aussi heureux et en paix. Petit à petit, installez-vous. Votre corps est bien assis. Votre dos est droit. La tête est légèrement suspendue. La langue est sur le palais. La main droite repose sur la main gauche. Les deux pouces se touchent légèrement. On met son attention au sommet du crâne. On commence à scanner notre corps d'en haut. On descend le front, la tête, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, les joues. Si on se rend compte qu'il y a une tension à un endroit donné, on inspire à cet endroit et on expire, on ouvre, on lâche. On continue la nuque, les épaules, les bras, les mains, les doigts, la poitrine, le dos, le buste, les hanches, les fessiers, les jambes, les pieds, et si on détecte une tension, on inspire. On expire et on relâche et on ouvre. Et une fois qu'on est confortablement installé, on tourne petit à petit son attention sur sa respiration. On laisse respirer naturellement. On est attentif à l'air qui rentre dans nos narines, qui descendent, qui remplissent nos poumons.
Et à nouveau l'air qui ressort. Si on se rend compte qu'on est en train de penser à autre chose, on le note. Et tout doucement, on ramène notre attention à la respiration. Et si on est en train de penser à autre chose, on note. Et tout doucement, vous ramenez votre attention à la respiration. Prends conscience de la chance qu'on a d'être ici. D'avoir eu un tout petit peu de temps pour faire connaissance avec soi-même. Et on dit merci. On dédie ce travail à ce que tous puissent se connaître eux-mêmes,
puissent être heureux, puissent être en paix. Et petit à petit, vous ouvrez les yeux. Et on revient. Tu vois? Donc il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Une chose à laquelle je pense, si vous avez envie de le faire chez vous à la maison, parfois au départ c'est difficile dans le sens qu'on se perd complètement. Donc ce qui peut aider, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, ce qui peut aider c'est de compter. Vous dites, je sais pas, je compte jusqu'à 20, et après je recompte encore jusqu'à 20. Peut-être que vous allez voir les premières fois, vous allez arriver, parce que c'est un nouveau jeu pour votre esprit. Si vous faites régulièrement, on pense tellement à autre chose, que parfois même jusqu'à 20, on n'arrive pas à compter. On n'est pas à 9, 10, et puis on ne sait pas est-ce qu'on a compté jusqu'à 2 ou est-ce qu'on est à 18. Et donc là, le fait de faire régulièrement, petit à petit, vous allez voir que vous arrivez en fait jusqu'à votre compte. Et après, quand vous commencez à rester sur votre respiration, vous êtes de plus en plus spectateur en fait, de tout votre cinéma intérieur. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la pratique? Éléonore, tu m'as vraiment mené dans la grande assemblée de sages. Ah ben ça, oui. Je me sens tout ignorant. Je ne peux pas t'imaginer avec moi, en plus. Mais bon, oui, si tu veux. Mais si je te fais parler là, il reste combien de temps? Parce que il y a la sonnerie. 2 minutes. 2 minutes. C'est tombé. Si ma montre est bonne, vérifiez sur la vôtre parce que la mienne, elle a tendance un peu. C'est ça? 10. Ah, il en reste 10, alors c'est bien. Ah, Je peux te lancer. alors tu peux. Bah, moi, c'est avec plaisir. Peut-être une différence entre l'approche taoïste ou via le bouddhisme, ou même dans la pratique, pourquoi c'est plutôt le tai chi ou le yoga, ou les deux, ou j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce que tu. Je formule votre bien la question. Je vous ai dit que là, pourquoi est-ce qu'on prenait la respiration? C'est l'encre. En fait, ce qui nous intéresse au départ, c'est de stabiliser un peu notre esprit et puis de le décanter. C'est ça le but, au départ. Parfois, c'est un peu difficile. Quand on fonctionne toujours à 2000 à l'heure, on est en train de faire ceci et cela, puis tout d'un coup, on dit, allez, on bouge plus, toc. Ça peut mener à des pétages de plomb. c'est trop, enfin, c'est pas possible, il faut que je bouge. Et donc, en fait, une des choses qui permet, en fait, graduellement à habituer, en fait, son esprit à mettre son attention quelque part, de poser son attention, à commencer à goûter et à savourer ce qui est en train de se passer, ben c'est justement des pratiques comme de yoga, de tai chi ou de qigong. Quand tu fais le yoga, par exemple, tu fais des postures, il faut mettre ton attention dans la posture. Donc, on fait la posture, donc, surtout sur les postures où on est sur une jambe ou sur des équilibres, ben, si on ne met pas l'attention, on ne peut pas le faire. Et après, quand vous avez la posture, c'est de goûter. C'est quoi la sensation par rapport à telle posture? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quand on fait tai chi ou qigong, pareil, c'est des mouvements. À la base, tai chi, donc qigong, c'est les arts pour maîtriser l'énergie. Et donc en fait, tai chi, on peut dire, c'est un qigong. Quand on fait les pratiques que font les Chinois le matin, les mouvements lents, c'est un qigong. Mais en même temps, tai chi, c'est un art martial. Donc, tous les mouvements que vous faites dans tai chi, c'est des mouvements que vous pouvez appliquer en fait en combat. Vous me dites, mais un combat, vous n'allez pas faire. Ben non, en combat, vous allez les faire vite. Mais au départ, normalement, en Chine, vous apprenez les arts martiaux aussi rapides. Et vous commencez à vous rendre compte que, oui, mais comment ça circule vraiment à l'intérieur? Est-ce que la structure est bonne? Donc en fait, quand on fait tai chi, qu'est-ce que vous faites? C'est, je passe au ralenti. Et en passant au ralenti, ben, d'une part, vous sentez mieux votre alignement du corps. Est-ce qu'il est bien relâché? Comment est-ce que ça commence à circuler? Et en même temps, vous êtes en train de commencer à mettre votre attention sur des choses plus lentes et plus subtiles, d'une certaine manière. Commencez à goûter plus en profondeur. Puis à un certain moment, vous allez arriver, puis je sais pas, vous arrivez dans une posture, et là, mais la posture, elle n'est pas bien enracinée. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites l'arrêt sur image. Là, effectivement, il y a beaucoup de pratiques aussi dans les arts internes chinois. J'avais raconté à Éléonore quand j'étais à Wuhan pendant un certain temps.
Il fallait que je fasse chaque matin 1 demi-heure, je me tiens sur la jambe droite, 1 demi-heure, je me tiens sur la jambe gauche, et puis 1 heure, je me tiens sur les 2 jambes. Apprenons déjà à nous tenir debout. Et donc là, à nouveau, vous êtes encore en train de mettre encore plus d'attention sur encore moins de choses. Je ne suis même plus en train de bouger, mais je regarde même ma structure, etc. Puis quand vous commencez à faire ça, là, il y a votre esprit, au départ, parfois, qui ne veut pas jouer le jeu, parce que vous pensez à plein de trucs, et quand est-ce que ça s'arrête, et puis je commence à avoir un peu mal au bras, et enfin, tout ce genre de choses. Et donc là, vous dites, ah, ok, donc en fait, je pensais avoir une posture, je pensais avoir quelque chose, mais mon esprit, lui, il est complètement pas stable du tout. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on vient de faire, on commence à s'asseoir pour voir un peu cet esprit-là. Et de voir si lui, il n'aurait pas aussi envie de peut-être de s'aligner un peu plus, de s'harmoniser un peu plus. Donc, réponse en gros, c'est qu'effectivement, une des choses, là, quand on parle de tai chi, de qigong, de yoga, qui vont nous aider, en fait, petit à petit à calmer notre esprit, c'est de faire des pratiques où on met notre attention. Et cette attention, en fait, va nous permettre petit à petit à le fixer. Et puis petit à petit, en fait, c'est le côté attention sur des choses de plus en plus subtiles qui va se développer de plus en plus. D'une certaine manière, on pourrait dire que toutes les pratiques, alors il y en a aussi des bhajans, il y a des chants, il y a les mantras, des répétitions de formules et des choses comme ça. Tout ça, ce n'est que des choses qui permettent un peu à ancrer votre esprit. C'est comme un enclos. Vous avez votre esprit, c'est comme un cheval sauvage, il court dans tous les sens. Comment vous allez faire pour petit à petit le dompter? Déjà, d'abord, il est sur une prairie énorme, vous le mettez dans un enclos, il peut encore bouger, mais c'est vaste l'enclos. Puis petit à petit, vous allez, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai vu dans des documentaires, après apparemment ils prennent la laisse la plus longue, et on les laisse bouger, mais il a plus. Et puis petit à petit, en fait, on va raccourcir, puis à un moment, on monte dessus. Et vous, c'est un peu pareil. Au départ, votre esprit part dans tous les sens, il fait ce qu'il veut, mais à la base, votre esprit, c'est vous qui devez utiliser votre esprit, c'est pas votre esprit qui doit vous utiliser. Donc comment est-ce que petit à petit, vous devenez le cavalier sur votre esprit? Et donc au départ, on dit, bah tiens, esprit, regarde, là, t'as un bel enclos, vous appelez yoga, qigong, tai chi, vous faites de la musique, vous faites n'importe quoi. Dès le moment que vous mettez l'attention à ce que vous êtes en train de faire, et que vous essayez de ressentir l'harmonie et l'alignement et l'assise dans tout ça, vous êtes déjà sur cette voie-là. Et après, petit à petit, quand vous approfondissez, vous êtes en train de plus en plus d'approfondir en fait la conscience des choses. Une de mes maîtres de yoga disait méditer, c'est d'être de plus en plus conscient de moins en moins. Donc c'est des réalités de plus en plus subtiles. On commence avec le corps, mais je suis décontracté. Non, là je suis relâché. Lâche. Ah ok, là je suis relâché. Ah non, là je suis relâché. Là je suis relâché. Donc déjà prendre toute cette conscience, déjà physiquement, la relaxation. Après vous vous rendez compte, je suis énervé. Alors peut-être vous voulez être relâché, mais vous êtes tendu quand même, vous n'arrivez même pas physiquement à relâcher. Donc petit à petit, vous commencez à vous rendre compte que, oui, physique, mais après, peut-être que le corps est relâché, mais à l'intérieur, dans votre tête, vous savez, quand on est très concentré sur quelque chose, parfois même on ne peut pas se relâcher. Ah, oui. Donc à l'intérieur, c'est tendu. Certaines émotions, elles sont un peu comme ça tendues. Donc petit à petit, quand vous prenez conscience de ça, ben, vous commencez à reconnaître ce côté, c'est tendu, c'est ouvert, c'est comment. Donc on commence avec les choses plus physiques parce qu'elles sont plus faciles à explorer. Et puis petit à petit, on voit, puis je sais pas, vous êtes au cours de yoga, certaines postures qui sont un peu difficiles, ou dans le tai chi, on est un peu fatigué, ou là il pleut, on n'a pas envie d'y aller. Donc tout le côté psychologique, ah non, là aujourd'hui j'y vais vraiment pas, machin, etc. Et puis on y va, on a envie que ça termine, puis à la fin on est quand même content d'y avoir été. Enfin, donc il y a toutes ces choses-là, en fait, c'est des miroirs. C'est un enclos et en même temps c'est un miroir qui petit à petit vous permet de prendre conscience en fait de qui vous êtes. Donc voilà en gros. Et la différence en gros sur plus taoïsme ou bouddhisme, je dirais que la chose dans les approches taoïstes, c'est la santé. Comment être en harmonie avec soi-même, le monde, etc. Donc c'est la santé. Et quand vous êtes complètement en bonne santé, ça veut dire que votre corps il est bien, votre énergie elle est bien, et vos émotions sont bien, et votre mental est bien, au niveau spirituel, tout est bien, tout est harmonieux. Là vous êtes en santé, vous êtes entier, vous êtes healthy and whole. Ça j'ai bien répondu. Et au niveau du temps, là... Ah, c'est vous qui savez, parce que ma montre, là, apparemment, elle est... 3 minutes. La question à 1 million d'euros, les 3 minutes. Le secret de la vie. 42. Vous saviez ça? Vous n'avez pas lu le Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Non, on a parlé de...
Voilà. Oui, Donc il y a l'ordinateur, ça commence comme ça. En fait, il y a le gros ordinateur qui a travaillé pendant des millions d'années. Ils ont posé les questions de la science de la vie. Puis là, il y a tout le monde qui vient pour avoir la réponse du sens de la vie. Et l'ordinateur sort 42. Alors là, tout le monde est complètement effondré. Il se dit, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, 42, enfin, c'est n'importe quoi. Donc il retape en fait un peu une question à l'ordinateur. Puis l'ordinateur dit, oui, mais vous n'avez pas posé la bonne question, quoi, en gros. Donc après, ils doivent construire l'ordinateur pour trouver la bonne question. Et l'ordinateur, pour trouver la bonne question, ben, vous serez étonné que c'est nous. Et en fait, ceux qui nous étudient, petit spoiler alert, c'est les rats. Lisez-le, c'est rigolo, en fait, c'est de la science-fiction un peu absurde. Mais pour vous dire, voilà, donc je vous ai donné l'info de la vie. Plus la peine de faire de la philosophie avec Éléonore, c'est 42 la réponse. Ah oui. Non, c'est 404. Non, ça c'est une erreur là. Ça, c'est... Voilà. Bah écoutez, bah, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et donc bah, je mettrai, donc, bah, pour les étudiants qui n'étaient pas là, bah, c'était une bonne occasion, sinon on n'aurait pas filmé. Puis comme ça profitera peut-être à d'autres personnes aussi. Et donc là, je suis encore une semaine en fait. Là, on n'est pas à Luxembourg, je vais aller en Belgique. Et bah, je le mettrai en ligne dès que je rentre en fait à la maison. Hein. Donc, puis je dirai à Éléonore et puis elle vous transmettra la chose. Puis si certains d'entre vous se sont interpellés, il y a, je crois que tu as envoyé le lien de toute manière. Voilà, donc là il y a des choses que vous pouvez approfondir. J'ai fait aussi un peu des conférences sur le bouddhisme, sur le yoga, ou sur les choses comme ça. Donc s'il y a certains aspects particuliers qui vous intéressent, vous pouvez aller voir ça. Merci, Christophe.